conférence sera celle de Alessandro Retura, je ne sais pas exactement. Retura, parce qu'il est italien, vous verrez qu'il a un délicieux accent. Je ne parle absolument pas italien. Qui est donc astrophysicien qui travaille au JPL, donc le Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis, à la NASA, et qui est responsable d'un instrument sur la mission Europa Clipper, qui va donc étudier Europe, une des lunes de Jupiter. Et on va la voir juste après la conférence, si tout se passe bien, en direct depuis la Californie. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire dans le chat ou sur Twitter avec le hashtag BigBangBigBands, qui est affiché toujours en bas de l'écran. Et donc on va pouvoir déjà lancer sa conférence qui a déjà été enregistrée. Bienvenue à la nuit du Big Bang au Big Band. Je suis heureux d'accueillir mon très cher collègue et ami Alessandro Retura, qui nous appelle de très très loin. Il va vous dire d'où. Bonsoir Alessandro. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu nous appelles et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Encore bonsoir et merci de votre invitation. Je m'appelle Alessandro Retura, je suis docteur en astrophysique et je travaille à Los Angeles au JPL, Jet Propulsion Laboratory de la NASA, l'agence spatiale américaine. Depuis la fin de mes études en 2006, avec une thèse en astrophysique à ce qui s'appelait Paris 11, Paris Sud, Paris-Saclay, et en travaillant à l'IAP avec Madame professeure Brigitte Rocca-Volmerange. Pour plusieurs années, j'ai travaillé dans plusieurs labos aux États-Unis, après avoir été partie de la France, dans le domaine de la recherche en cosmologie observationnelle et l'étude des premières grandes structures qui se sont formées dans l'univers, notamment les amas de galaxies. Cette étude se fait à travers l'utilisation des grands télescopes sur Terre et dans l'espace, avec la maîtrise de certains instruments, notamment les spectrographes infrarouges. Et c'est mon expérience avec ce type d'instrument qui m'a permis, depuis un peu plus qu'un an, de me lancer dans un nouveau domaine où je suis beaucoup engagé actuellement, et c'est la recherche des premières formes de vie dans le système solaire externe. Donc aujourd'hui, en fait, je m'occupe pour la NASA en tant qu'ingénieur de système spatial du développement d'un nouveau spectrographe infrarouge qui s'appelle MICE, Mapping Imaging Spectrometer for Europa. Et mon rôle dans le team, c'est de m'assurer que l'instrument soit construit selon les spécifications données par les scientifiques pour obtenir le but de sa mission. C'est comprendre la composition de la surface d'Europe, une lune de Jupiter, et d'étudier l'habitabilité de son océan intérieur. Et MICE sera embarqué sur le vaisseau spatial de la NASA qui s'appelle Europa Clipper, qui sera lancé en 2024. Et c'est une phase maintenant très occupée dans terminer les designs et la fabrication de l'instrument, qui une fois mise en orbite de Jupiter, cette sonde va faire autour de 50 passages, ce qu'on appelle flyby, de la Lune Europe. Et MICE, mon instrument, fait partie d'une suite de 9 instruments qui vont étudier plusieurs aspects de la chimie, océanographie, physique et biologie de ce satellite naturel de Jupiter, où on pense qu'à l'interface entre une couche glaciaire qui couvre toute la planète et un océan liquide dessous, on peut trouver ce qu'on appelle des biosignatures de simples formes de vie extraterrestre. Donc, vaste programme. Donc tu es effectivement docteur de Paris-Saclay, tu es passé par la cosmologie et puis là, tu es dans le spatial pour la NASA avec la recherche pas forcément la recherche de vie, mais en tout cas la compréhension qui permet sur Europe, autour de Jupiter, de voir tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un parcours super riche et large. Depuis ton passage en France, donc à Paris et Orsay, donc tu as raconté le début, tu as raconté l'actuel, donc à JPL, en gros, c'est à Pasadena et à Los Angeles, en Californie.
comme je te connais bien, je crois savoir que tu es passé par plusieurs endroits qui font plus ou moins rêver et qui sont plus ou moins prestigieux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot des superbes endroits dans lesquels tu es passé? Oui, en fait, déjà ma thèse était faite plutôt c'est fait à l'IAP, à l'Institut d'astrophysique de Paris, mais c'était en co-tutelle avec l'ESO, que c'est l'observatoire, European Southern Observatory, c'est un peu l'observatoire européen qui a son headquarters à Munich. Et donc, j'ai vécu pendant la thèse entre Paris et Munich et c'était assez important d'être en contact avec plusieurs scientifiques qui gèrent et développent les plus grands télescopes européens dans le sol, qui sont notamment au Chili. Et donc, après ma thèse, j'ai eu mon premier, ce qu'on appelle un peu un contrat de recherche à durée déterminée, un postdoc. Et le premier, c'était fait à la Johns Hopkins University à Baltimore, dans l'équipe qui avait construit un instrument pour le Hubble Space Telescope. Donc, c'était l'occasion de pouvoir étudier les amas de galaxies lointaines avec une résolution angulaire jamais vue par la caméra ACS et en collaboration avec plusieurs équipes aussi en France et aux Pays-Bas et aux États-Unis. Après, je continue un peu mon voyage vers l'ouest. La rue vers l'ouest. Exactement. Et après, j'ai été à Caltech, California Institute of Technology, et j'ai travaillé surtout sur données d'un autre télescope spatial qui s'appelle Spitzer, qui nous a vraiment permis d'avoir accès au côté infrarouge des galaxies et des amas lointains. Et Caltech, c'est un environnement incroyable où dans la cafétéria, on voit des prix Nobel tous les jours. On se sent toujours un peu... humble et petit à côté. Exactement. Et par contre, le niveau des séminaires et des échanges qu'on peut avoir, c'est assez important. Tout de suite après, j'ai eu un poste d'astronome au Keck Observatory, que c'est un des plus grands télescopes qui sont sur l'île de Hawaï. Donc, j'ai vécu pour 1 an et demi avant de faire ce changement de carrière à nouveau. Mais l'expérience à Keck a été vraiment importante parce que m'a permis d'être plus proche aux instruments et donc développer aussi une fascination pour la partie qui est entre la formulation d'une idée et comment on y arrive, et c'est vraiment l'instrumentation. Et dans un endroit de rêve comme Hawaï, et rêve, on peut le dire. Travailler à 4000 mètres de terre, même si la plupart ça se fait pour la base. La plupart des activités scientifiques se font pour la base, mais avoir le privilège de pouvoir être à côté d'un miroir de 10 mètres et des instruments parmi les meilleurs que l'astronomie par terre, j'ai vraiment beaucoup appris. Et donc, maintenant, je me retrouve un peu à l'inverse. Je passe de très lointain avec des gros miroirs et des instruments qui font la taille d'une petite voiture, en fait, à, par contre, l'envers, de miniaturiser le plus possible pour garder le poids, pour être au bord d'un vaisseau spatial. Et vu qu'on se rapproche, on n'a pas besoin de vraiment tout. Maintenant, mon télescope, ça fait plus ou moins cette taille par rapport à les 10 mètres d'abord. Mais par contre, la qualité de données, c'est toujours exceptionnel. Donc, et donc, tu nous dis effectivement, tu vas moins loin avec des plus petits télescopes, mais la différence, c'est que tu vas sur place là, avec une mission spatiale directement voilà. dans le système solaire. Donc, effectivement, Hawaï, tu nous fais rêver. Alors, j'ai la chance de connaître un petit peu aussi. Pareil, Caltech aussi. C'est des endroits très intéressants pour travailler, très inspirants. C'est intéressant ce que tu dis, passer du côté scientifique pur au côté, alors pas complètement ingénierie pure, mais
En gros, un c'est peu à grâce à l'interface. toi Ouais. et des gens comme avec ta formation qui permettent d'avoir une idée scientifique et puis de concevoir un instrument réel qui fonctionnera vraiment. Et donc, c'est vraiment à cheval entre chercheurs et ingénieurs. Et donc, en pratique, au quotidien, tu travailles en équipe, j'imagine. Il y a une partie de management, évidemment, puisque les projets spatiaux sont… Mais en pratique, Bon. tu dois gérer Je quoi? suis Des scientifiques, vraiment des ingénieurs? Comment ça se passe en Oui, Vévo? c'est vraiment un travail d'être à l'interface. Je pense que c'est vraiment ça le mot-clé parce que chaque mission spatiale, Europa Clipper notamment, c'est plusieurs teams qui ont différents buts. Par exemple, il y a le team qui va construire le vaisseau spatial. Il y a le team qui est en train de construire l'instrument où je suis responsable. Et il y a aussi le team scientifique qui vont étudier les données, mais il y a toute la partie qui vont se préparer à ça. Et donc, mon rôle, c'est vraiment un peu comme une pierre entre ce arche. C'est ma responsabilité de vérifier que le team qui construit l'instrument le fait par les spécifications menées par les scientifiques et que l'impact de ce qui se passe sur le spacecraft et aussi le vaisseau spatial, c'est aussi bien géré. Parce qu'en fait, la grande différence, par exemple, dans les instruments qu'on avait à Keck, c'est que le télescope était là depuis 25 ans et tu ramènes un astronaute qui doit remplacer, mais l'interface était connue. Là, et c'est pour le vaisseau spatial, tu construis tout en même temps, le vaisseau spatial, le software, le hardware qui va avec. Donc, il faut avoir un peu un esprit beaucoup curieux de comprendre tout ce qui se passe et il faut être toujours attentif à comprendre si des choses évoluent dans un subsystème qui peut avoir un impact important pour ce que… Et donc, c'est ça mon rôle. Donc, c'est une partie, c'est hardware, une partie, c'est science. Il y a beaucoup de software aussi. Donc, il faut avoir plusieurs skills et de les mettre ensemble pour garder le but final, qui est effectivement avoir un instrument qui bien s'intègre avec le reste de la mission et que peut nous donner des résultats qu'on espère avoir. Tout à fait. Et effectivement, tu disais, il faut des skills, donc des compétences et beaucoup d'agilité, parce qu'effectivement, quand les deux se construisent au même moment, en fait, ce qui était vrai la veille ne l'est pas forcément le lendemain, et c'est assez compliqué de suivre et de voir les implications. Et c'est 800 personnes qui travaillent en même temps, 800 personnes, quand même. Au total, parmi les différents composants. Donc, tout ça se fait de façon coordonnée par des requirements, des spécifications qu'on là, mais toujours, il y a ce qu'on appelle trade studies, où on fait des compromis entre des objectifs et combien ça va coûter, parce qu'il y a quand même des aspects budgétaires assez importants. Même si c'est une grande mission, on n'a pas un budget infini. Et donc, il faut toujours trouver le bon compromis entre qualité et coût, parce que finalement, tout ça est payé par les contribuables. Et donc, on a une responsabilité pour ça aussi vers la NASA. Donc, merci, c'est très très clair et on voit que c'est absolument passionnant. Combien de langues parles-tu? Parce qu'on sent point dans ton accent originel qui est très charmant, mais voilà, donc, voilà tu parlais de… Donc, je suis italien je suis né à Naples, en Italie, et c'est là-bas aussi que j'ai fait mes études de licence et master. Et après la thèse, on a la thèse en France, où j'ai appris le français, que c'est maintenant un peu plus rouillé, mais j'espère que ça va. toujours. Donc, désolé pour les fautes et tout ça. Avec plusieurs voyages au Chili pour des observations, j'ai appris un espagnol basique qui est apprécié quand je suis là-bas, et l'anglais aussi. Donc, ça fait quatre langues, et après avec des niveaux différents c'est ça, mais au moins tu te débrouilles en 4 langues. Mais même aussi, il y a un problème que je perds mon italien aussi en parlant les autres langues aussi, et des fois c'est ça, voilà. C'est un procès dynamique d'équilibre entre… Exactement. Se payer pour être multilingue. Mais
est-ce que, donc tu as dit un petit peu ton parcours, tu as fait tes études supérieures en Italie. Qu'est-ce qui a fait que le petit Alessandro, peut-être quand il était petit, avait envie de devenir astrophysicien? Ou voilà, qu'est-ce qui a fait que ta motivation te mène finalement responsable d'un instrument sur une grande mission de la NASA, en étant passé par Hawaï, Caltech, voilà, Baltimore? Franchement, j'ai jamais vraiment rêvé d'avoir fait tout ça. Et même il y a 5 ans, je n'avais pas prévu que la position où je suis maintenant. Ce qui était différent, je pense, dans mon enfance par rapport à la plupart de mes collègues, j'ai jamais été le petit enfant avec le télescope passionné. J'ai jamais eu un télescope ma vie, sauf les grands télescopes. Et donc, ma motivation, c'est venue plutôt dans les années du lycée, de point de vue un peu plus théorique, en fait. C'était les études de philosophie au lycée qui m'a beaucoup amené à penser à où vient-nous, l'évolution de l'univers et sa formation, des questions qui passionnent depuis les anciens Grecs et Romains jusqu'au, je sais pas, positivisme français d'Auguste Comte. Mais moi, j'étais toujours passionné pour ça. Je me suis dit que j'aimerais bien y contribuer un petit peu, faire ma petite contribution dans ce domaine de la connaissance. Et c'est ça que je pense, c'est ça une thèse. C'est comprendre une partie de ton domaine et essayer de pousser cette sphère de connaissance un petit peu. Et donc, c'est plutôt ça. D'accord. Et donc, après, j'ai gardé ma curiosité, ma motivation et aussi une certaine flexibilité de ne pas penser que toute ma carrière, je dois faire seulement une spécialité, que je puisse un peu suivre mes passions, me candidater à différents postes. Bon, oui, oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que d'habitude, les collègues et amis que j'ai aussi interviewés me disent que effectivement, soit c'est des astronomes amateurs quand ils étaient petits, soit c'est vraiment la science, la physique, etc. Et toi, ce que tu dis, c'est la philosophie et les grands questionnements. C'est assez unique, c'est intéressant de voir cette vision-là. Donc, comme quoi, voilà, la connaissance du monde n'est pas juste des sciences dures, mais aussi les sciences humaines et non, sociales. exactement. Après, les appliquer, mais j'essaie toujours de garder cette motivation intrinsèque, en fait, que c'est vraiment un désir pour moi d'accomplir quelque chose pour le simple fait qu'il peut être utile, que je suis passionné, que je suis curieux, mais c'est aussi peut donner un impact pour les autres. Pour avoir une contribution. Une contribution originale, même petite. Mais tout le monde fait sa contribution. C'est comme ça que l'humanité peut avancer. Exactement. C'est ce que je pense. Alors, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils éventuellement à donner à des jeunes qui nous écoutent, qui sont au lycée ou au collège, justement, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, mais sur des conseils pour poursuivre voilà, un rêve ou une carrière, ou, voilà, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Oui, je conseillerais vraiment de suivre sa propre motivation intrinsèque. Parce que surtout dans le domaine de cette étude longue qu'on a suivie, les motivations extrinsèques ne sont pas vraiment là. Il n'y a pas vraiment une récompense tout de suite, ou même du point de vue d'argent. Oui. Et donc, il y a beaucoup de moments où on essaie de comprendre des choses difficiles et c'est vraiment la motivation qui peut. Et ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est que j'ai rencontré des gens de plusieurs niveaux d'intelligence et de qualités techniques et théoriques de ramener des choses. Mais ce que j'ai trouvé, que les gens qui ont plus accès sont ceux qui ont assez motivés. Et dans les connaissances techniques pour aider pour résoudre un problème. Mais c'est un peu plus un peu comme un marathon, en fait. C'est une carrière, c'est l'ensemble d'échecs et de se relancer. Et donc, il faut pas avoir peur, je pense, pour les étudiants de se lancer dans des domaines qui soient nouveaux et qui ne se sont pas vraiment capables, parce que c'est possible. Mon expérience, c'est que
c'est à travers les échecs qu'elle se relancer et être toujours motivé qu'on peut avoir se poser des buts et y arriver. J'ai vu plusieurs collègues qui étaient vraiment doués, mais que finalement, ils n'étaient pas motivés suffisamment pour avoir, ils ont dû changer de carrière ou ils ont des problèmes de s'adapter. Donc, c'est vraiment ça mon conseil, suivre ce que intrinsèquement donne du plaisir d'accomplir en soi et pour soi, qui soit quand même utile aux autres aussi. C'est important aussi, tu l'as dit, le côté ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec et l'erreur font partie de l'apprentissage et de l'évolution. Merci Alessandro. On a fait cette petite interview pour être sûr de t'avoir à la nuit du Big Bang au Big Bang. Donc normalement, juste après, on t'a en direct depuis la Californie pour répondre aux questions. Et puis voilà, avoir des dernières nouvelles de ta mission qui s'appelle Europa Clipper. Voilà. Et donc, à tout de suite, j'espère en live. Et sinon, en tout cas, merci de ta participation. Et puis, peut-être à l'année prochaine pour encore cette nuit. On espère t'avoir et tu nous donneras quelques nouvelles. Quelques nouvelles, voilà. Merci. Merci encore à vous. À bientôt. C'est un plaisir et j'espère d'avoir la possibilité tout de suite de répondre aux questions live. Merci beaucoup. À plus. Merci Alessandro. Et nous sommes de retour en live. Oui, non, on l'entend pas encore pour l'instant, c'est bon, parce que nous avons avec nous sur cet ordinateur, non, mais depuis la Californie, Alessandro qui est là. Donc on peut pouvoir voir, est-ce que tout fonctionne bien, est-ce qu'on l'entend? Parce que moi je l'entends déjà dans le casque normalement. Moi je l'entends. Alors c'est l'autre fenêtre qu'il faut mettre. Non, normalement c'est bon. Par contre, c'est nous. Oui, il faut que tu mettes Alessandro. Ah, d'accord, ok. D'accord. Vas-y, Alessandro, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. On est super content de t'avoir en direct. C'est incroyable, la technologie, mesdames et messieurs. Donc, on voit que tu as changé de chemise, donc c'est vraiment du live. Ouais. Donc, je te suis. On voit que j'ai mis le ventilateur aussi, il va faire chaud, donc. Ouais, c'est pour ce qui aime bien, je peux avoir un effet de Inspector Gadget. Alors on nous dit dans le chat on a un énorme écho. On va essayer de trouver d'où ça vient. Ah, il paraît qu'il y a un écho, on va essayer de régler ça. Moi je sais pas, j'ai pas de retour. Est-ce que les gens qui entendent le live peuvent nous dire s'il y a un changement au niveau de l'écho? Oui, en priori on a un son qui est pas très très bon, mais écoute, ça vient de nous, hein. Ça vient de nous. Oui, c'est sympa que les gens nous le signalent. Il y a un petit décalage, donc c'est normal que les gens n'aient pas tout de suite la différence. Oui, vous en occupez. Est-ce qu'on a des questions pour Alessandro? Donc, Alessandro, la question de base, quelle heure est-il chez toi? Nous, il est 22h à peu près 44. Ici, c'est 1h44 de l'après-midi. D'accord, donc effectivement, début d'après-midi, on voit que la Terre est ronde, donc. La Terre est ronde et il y a du soleil qui vient de la fenêtre. C'est ça, nous, le soleil vient de se coucher, effectivement, voilà. La Terre est ronde. Ouais. On n'est pas fatigué. C'est ça. Et par contre, je suivi mon collègue tout à l'heure qui parlait de Pandora et tout ça. Ah oui. Donc, étant à Los Angeles, je suis très fan de Hollywood. Donc, oui. très fan de Hollywood. Un fan de tout ça, oui. Alors, moi j'ai une question déjà, parce qu'on m'a dit que tu travaillais sur la mission Europa Clipper. Et du coup, Europe, on sait qu'il y a un océan sous la surface de Europe, et on se demande des fois s'il n'y a pas des formes de vie qui y seraient. Et donc, si jamais il y avait des formes de vie dans cet océan, est-ce que Europa Clipper serait capable et serait équipé pour pouvoir les détecter? En fait, les formes de vie, on pense, seront vraiment à l'interface entre la couche glaciaire et l'océan liquide. Par contre, la glace, en fait, a des mouvements qui peuvent ramener certaines de ces molécules sous la surface. Et notre instrument
qui vont regarder depuis l'orbite d'Europe vont pouvoir détecter les effets de ce type de matériel déposé sur la surface de la glace, même si elle est bombardée par le champ magnétique de Jupiter qui est assez fort, avec un rayonnement très très fort, qui va aussi avoir un effet sur ce type d'éléments et de molécules qu'on va détecter avec plusieurs instruments, notamment MICE, qui c'est l'instrument que je travaille dessus. D'accord. Et donc MICE, il va faire quoi exactement? Il va faire c'est ce qu'on appelle la spectrographie de champ, essentiellement. Par chaque pixel qui sera imagé par la caméra, il y a aussi un spectre qui est capable de nous donner des informations sur la physique de ce qu'on voit. Donc, des différents types d'émissions, des différents types de sels ou d'aminoacides ou des types de différentes matières qui nous permettent. Donc, ça ne sera pas seulement de l'imagerie, mais de la spectroscopie qui nous donne accès à la physique du matériel qu'on voit et à la chimie du matériel qu'on va déposer sur la glace extérieure. D'accord. Est-ce qu'on a peut-être des questions dans le chat pour Alessandro? Oui, nous avions une question d'Etibé qui demandait si on base la majorité de la physique sur des postulats, n'avez-vous pas peur que cela biaise la façon d'aborder les problèmes? Alors, je vais essayer parce que je crois est-ce que tu as entendu? Tu l'as entendu, Alessandro? Oui, j'ai entendu. Oui. Si j'ai bien compris, c'est à partir du biais qu'on a en cherchant des formes de vie, qu'on essaie toujours de trouver ceux qui sont basés, par exemple, sur le ça revient à ça, oui. Donc, ça revient à ça. Ça, c'est un biais qu'on connaît bien et donc, on est bien au courant de ce type de biais. Par contre, on n'a jamais ni part de l'univers avoir preuve qu'il existe d'autres types de chimie qui peuvent être capables de soutenir la vie. Il y a des modèles qui parlent de silica qui peut remplacer le carbone, mais le premier pas, ce sera toujours de chercher la vie de la façon qu'on connaît depuis la Terre. Et surtout à l'intérieur du système solaire, parce qu'on ne parle pas maintenant de vie dans des systèmes, dans des exoplanètes, dans des systèmes autour d'autres étoiles, parce que notre système solaire, où il y a des conditions similaires, on n'attend pas vraiment d'autres types de vie. Par contre, on est toujours ouvert à la découverte. Ça, c'est incroyable d'en voir des preuves. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une mission qui serait capable d'aller creuser dans les forêts sur Encelade pour atteindre l'océan? Dans les forêts? D'aller creuser. Drill dans la glace. Oui, en fait, il y a des missions proposées. Il y a une mission qui s'appelle Europa Lander, qui n'est pas encore financée par la NASA, mais le but de la mission, ça serait une fois qu'Europa Clipper a fait une première reconnaissance de la surface, trouver un lieu qui sera peut-être où on sait à travers le radar que l'épaisseur de la glace, des couches glaciaires n'est pas aussi haute. Donc, ça serait possible d'effectivement lancer une autre mission européenne avec un lander qui va se poser sur la surface et peut effectivement commencer à envoyer une sonde directement dans l'océan dessous. Il y a plusieurs concepts, mais ça, c'est encore dans le domaine des proposals. Ce n'est pas encore des missions concrètes parce qu'il y a encore beaucoup d'apprendre. Et c'est un environnement très, du point de vue géologique aussi, il y a des énormes forces dans la glace qui posent des contraintes techniques pour n'importe quel type
même de ce qu'on appelle cryobots, des robots qui peuvent trouver leur chemin dans la glace et arriver jusqu'à l'océan au fond. Mais il y a des gros challenges techniques pour arriver à ça. Mais c'est dans le plan, c'est dans le grand plan et c'est ce qu'on appelle les decadal surveys. C'est un peu le plan à 10 années qui les scientifiques font. Ils ont un des buts, ça serait dans les années de 2030-2040 d'avoir effectivement une façon de pouvoir explorer cette ligne glaciaire. Et c'est pas seulement Europe qui serait un bon target, mais même Enceladus, qui est une lune de Saturne, par exemple, ou qui est aussi un environnement plein de glace et avec un océan liquide, avec de l'activité thermique, hydrologique très importante dessus, qui pourrait en fait, on pourrait trouver les premiers biosignatures, signatures biologiques des premières formes de vie. Donc, Europa Clipper, c'est déjà une incroyable mission d'aller là et faire plusieurs passages sous la Lune, parce que techniquement, c'est aussi un environnement difficile pour les instrumentations de survivre à ces champs magnétiques très, très forts. Mais c'est seulement le début, en fait. C'est ça de notre exploration du système solaire externe. D'accord, merci beaucoup. Et j'en profite pour faire un petit point pub sur ma propre chaîne, puisque tant qu'à faire, j'avais fait une série de vidéos qui s'appelait « À la recherche de la vie ». Des bouquins de science-fiction, en fait, notamment de la série de 2001, l'Odyssée dans l'espace, qui ont beaucoup imaginé l'idée qu'il y a de la vie déjà. Donc, pour faire un parallèle entre Jules Verne, qui fait partie de votre imagerie aussi pour le Big Bang, on a aussi pour Europa plein de littérature de science-fiction qui nous fait rêver aussi. Mm-hmm. Et oui, effectivement. Et j'espère que Europa Lander se fera, mais en tout cas, ça me fait complètement rêver. Merci d'être venu, d'avoir participé avec nous depuis la Californie. Vraiment plaisir. Il reste une ou deux questions. Oui, peut-être qu'on a des questions. On a 2 minutes encore, si je me souviens. On peut poser des questions. Une question de Anne qui demandait: espérez-vous trouver une chose précise dans cette nouvelle mission? T'as entendu, Alessandro? Tout précis. Et puis en 1 minute, si tu pouvais. Je ne vais pas vraiment entrer dans le détail des composants chimiques qu'on cherche et tout, mais vraiment, c'est trouver l'évidence de molécules organiques ça serait vraiment une découverte très importante, parce que même si c'est pas une lune où il y a déjà de la vie formée, mais déjà qu'il soit une lune habitable qui a un important qui peut dans des millions d'années être hospitable à la vie, ce serait un change de paradigme vraiment aussi philosophique, pas seulement scientifique, de compréhension de comment la vie a évolué à l'intérieur de notre système solaire, ou en général, on voit extrapolation dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres systèmes planétaires. Merci beaucoup. Nous, on va pouvoir continuer parce qu'on a nos dessinateurs qui ont fait. C'est bon? Oui, donc j'ai représenté un astronaute qui s'apprête à faire une sortie dans l'espace
Et on a placé juste devant le sas d'évacuation, on a placé un petit paillasson pour qu'il s'essuie les pieds avant d'aller peut-être souiller un peu l'espace de manière impromptue. Quelque chose d'assez léger, voilà, j'ai représenté Alessandro, j'ai noté dans son discours qu'un des secrets c'était d'être agile, un pied dans l'ingénierie, un pied dans l'astrophysique. Voilà, comme on parlait d'Europe, donc les étoiles, bon voilà, ça m'a fait penser à Alessandro qui gravit étoile après étoile vers son but, son objectif. Eh ben merci beaucoup, ils sont super beaux les temps.